Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder un nouveau portefeuille d'abonnés. Donc c'est parti, je vous lis son email qu'il m'a envoyé. Donc salut Guillaume, alors pour commencer j'investis en bourse une petite partie de ce que je gagne pour le moment car je fais des travaux dans ma résidence principale. Tous les mois j'investis environ 500 euros et parfois bien plus. Actuellement j'ai 1800 euros de cash sur mon courtier qui attend une opportunité et je vais également y ajouter 500 euros. J'ai investi en bourse pour pouvoir créer un patrimoine le plus important possible et qui me permettra d'avoir une liberté financière d'ici quelques années, décennies. Donc là, je dirais que si tu as une résidence principale qui est payée ou qui sera payée dans quelques années et que tu investis minimum 500 euros et parfois plus par mois en bourse, je pense que c'est pas mal pour atteindre ton objectif de liberté financière. Tu devrais à un moment donné pouvoir prendre une retraite anticipée. Après, si tu as cet objectif et que tu veux que ça arrive le plus vite possible, je pense que combiner l'investissement en bourse plus ta résidence principale avec du business en ligne, je pense que ça peut être le meilleur combo. En tout cas, c'est la stratégie enfin sans la résidence principale, mais le combo business en ligne plus bourse, c'est la stratégie que j'ai choisie. Parce que le défaut de l'investissement, c'est que c'est long terme, et en combinant ça à au moins un petit side business, ça peut permettre, je pense, de gagner un paquet d'années sur l'objectif. Et en plus, dans la période où tu cumuleras encore ton travail et ce side business, bah, tous les revenus de side business, ils pourront partir en bourse aussi, et donc tu vas avoir une période où tu pourrais investir 1000, 2000, 3000 euros par mois en bourse, quoi. Donc c'est aussi un accélérateur. Ensuite, tu me dis j'investis sur le long terme et les fluctuations de marché ne me font pas peur, au contraire, quand ça chute, je regrette de ne pas avoir plus de cash. Donc ça, c'est le bon mindset et ça veut dire que tu as réussi à inverser les réactions émotionnelles par défaut qu'on a en tant qu'humain. Parce que quand on débute et qu'on découvre la bourse, on a tous les mêmes réactions émotionnelles de base. Quand on voit que ça baisse, on a peur que ça s'arrête jamais, que ça y à zéro et qu'on perde tout notre argent. Et quand ça explose, on a peur de rater le train et l'opportunité de gagner plein d'argent. Et ça prend en général un petit peu de temps, alors pour certains ça prend plus de temps que d'autres, mais de réussir à comprendre qu'au contraire, faut être à contre-courant, et voir les chutes comme des opportunités d'acheter des bons actifs à des meilleurs prix, et les hausses comme quelque chose dont il faut à la fois être content, parce que les investissements qu'on a fait auparavant payent, mais aussi dont il faut être prudent, puisque c'est souvent là qu'on peut se faire avoir par du FOMO, par les effets de mode, et acheter des actifs trop chers qui à la fin nous donnent pas des bonnes perfs, voire même nous font perdre de l'argent. Donc en général ça prend un petit peu de temps, mais quand on arrive à atteindre ce stade où les émotions sont inversées par rapport au mouvement des cours de bourse, c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Donc déjà si on en croit cette phrase, je pense que tu coches déjà la case de la psychologie à avoir pour investir à long terme. Ensuite, pour le choix de mes entreprises, je n'investis que sur des entreprises en lesquelles je crois et dont je comprends le business. Je fais actuellement de l'écrémage dans mes positions car j'aimerais bien avoir 10 positions pour ne pas partir dans tous les sens. Alors c'est dommage que tu m'aies pas décrit plus tes critères de choix, parce que j'imagine que tu as d'autres critères que ça, tu dois avoir quand même des critères quantitatifs, genre je sais pas, de croissance, d'endettement, des choses comme ça. Mais au cas où, si jamais c'est pas le cas, je pense pas que ça suffise à long terme de juste investir dans des boîtes dans lesquelles on croit et dont on comprend le business, principalement parce que souvent l'intuition qu'on peut avoir, comme ça en tant qu'observateur ou consommateur, elle peut souvent être erronée, et que justement les chiffres permettent de vérifier si notre impression était erronée ou pas. Parce que ça m'est arrivé de me dire que je crois en telle entreprise, mais en allant après voir les chiffres, je vois que ça correspond pas du tout à ce que j'estime être un bon investissement. Donc dans ces cas-là, je préfère ne pas y aller. Donc voilà, c'était au cas où ce soit vraiment ton seul critère, même si j'en doute, et au cas où il y ait des personnes qui regardent cette vidéo qui aussi n'investissent que parce qu'elles croient dans une boîte et qu'elles comprennent le business. Voilà, je pense que c'est important d'avoir aussi des critères quantitatifs, de qualité, de croissance et de valorisation. Et ensuite, je ne l'ai pas mis sur les captures d'écran, mais j'ai un ETF S&P 500 sur PEA à hauteur de 5000 euros. Ok, donc on passe maintenant au portefeuille. Alors, ici, il y a la totalité, donc ça doit, je pense, inclure l'ETF S&P 500 où il y a 5000. Donc un portefeuille de presque 29 000 euros qui est alimenté de au moins 500 euros par mois. On va regarder les positions qu'il y a dedans. Donc on voit que des noms bien connus et tu dois en effet avoir plus de critères parce qu'elles sont toutes rentables, elles sont à peu près toutes de qualité, voire toutes de qualité. Et d'ailleurs elles répondent quasiment toutes à mes 6 critères de qualité. Donc on voit que tu as du Apple en première position avec 4000 euros sur tes 29 000 euros. Ça doit faire aux alentours des 15% de ton portefeuille, je pense. Donc sur Apple, le sujet de doute principal, c'est est-ce qu'ils vont réussir à continuer à croître. Après, de mon côté, je serais plutôt positif là-dessus. Déjà parce qu'ils continuent à prendre des parts de marché avec l'iPhone. Et puis j'avais vu une stat comme quoi tu as aux États-Unis quelque chose comme 90% des plus jeunes
qui sont sur iPhone et non pas sur Android. Aussi, plus les pays s'enrichissent et plus les habitants ont tendance à passer sur iPhone. Et puis après, il y a toute la partie service qui je pense, a encore un long chemin de croissance devant elle, et qui va au fur et à mesure représenter une part de plus en plus importante du business. Et ensuite encore, même sur la partie hardware, tu sais que quelle que soit la future plateforme qui marche bien, type par exemple si c'est les casques de VR, bah tu sais que quoi qu'il arrive, Apple ils feront leur version à écosystème fermé et intégré avec leur écosystème. Et tu sais que tu as des tonnes de gens qui dans tous les cas prendront l'alternative Apple sans même réfléchir. Et puis je pense qu'ils ont aussi un des meilleurs modes qui existent parce qu'ils arrivent quand même à combiner une marque, voire peut-être la marque la plus forte qui existe, en tout cas d'après moi, des switching costs avec l'écosystème et du network effect. Donc voilà, perso je suis toujours assez positif sur Apple. Ce qui me dérange c'est la valorisation aujourd'hui qui a trop augmenté à cause de Apple Intelligence. Donc on verra si ça redescend à un moment. Ensuite on a Nvidia, entreprise aussi de qualité, qui est par contre l'entreprise la plus hypée qu'on puisse imaginer depuis peut-être maintenant un an, un truc comme ça. Donc pour moi la valorisation aujourd'hui elle est trop élevée pour que le ratio risk-reward soit intéressant. Mais voilà, tout dépend de quand est-ce qu'on a acheté. Donc on voit que tu es à plus 34%, donc tu as dû, j'imagine, acheter vers les $100, un truc comme ça. Donc moi je trouve ça trop cher et trop risqué. Après je peux me tromper, on verra comment ça se goupille à l'avenir. Ensuite tu as du Microsoft, donc très bonne boîte que je trouve aussi trop cher en ce moment. Moins que Nvidia, mais quand même. Ensuite Visa, on voit que tu es à plus 1% et tu as 2632, donc j'imagine que tu as 10 actions à 263 € à peu près. Donc là, mon prix moyen il est à 265 je crois, et je trouve que c'est bien ça comme investissement, Visa à 263 pour le long terme. Ensuite Realty Income, je connais pas bien, j'investis pas dans ce secteur. Ensuite du Alphabet, donc pareil, très bonne boîte qui pour le coup je trouve plus correctement valorisée que Microsoft ou Nvidia ou même Apple en ce moment. Ensuite il y a Tesla. Alors Tesla, donc tu dois avoir pareil 10 actions, tu es à plus 15%, tu as dû acheter dans les 170, 180, un truc comme ça. Je me rappelle qu'il y a Aswas, je sais pas comment on prononce, Damodaran, qui disait qu'il avait acheté à 180, pour lui la valeur de Tesla c'était 180. Perso je trouve ça trop élevé, j'aurais dit moins, mais sait-on jamais. Ensuite il y a du MSCI, donc très bonne entreprise aussi. C'est une des boîtes que j'ai pas, que j'aimerais le plus ajouter à mon portefeuille, mais depuis que je l'ai à l'œil, j'ai pas eu d'opportunité niveau valorisation, donc je n'en ai pas encore. Mais très bonne boîte aussi d'après moi. Ensuite tu as du Meta, qui pour moi, comme Google, malgré la grosse perf qu'elle a eu récemment, d'ailleurs t'es à plus 65%, Meta a une valorisation plus intéressante pour moi aujourd'hui que Apple ou Nvidia ou Microsoft. Ensuite BlackRock je connais pas bien, donc je peux pas commenter. Ensuite du Amazon, donc c'est classique. Ensuite Broadcom, donc entreprise dans les semi-conducteurs qui a hyper bien performé là ces derniers mois. Après il y a pas mal de hype justement sur les semi-conducteurs. Et moi, je fais le choix dans ma stratégie que quand il y a une hype qui est évidente sur une action ou un secteur, j'ignore totalement le secteur et les actions en question. Donc là, comme Nvidia, il faudra voir si c'est tenable à long terme. D'ailleurs, je suis curieux de voir le multiple de valorisation rapidement, où en est Broadcom. Ouais, donc on voit que en moyenne, sur les 10 dernières années, Broadcom, ils sont à 17,4 fois le free cash flow. Sur les 5 dernières années, 14,6 fois le free cash flow. Et là, on est à 40 fois le free cash flow. Donc on est loin au-dessus des moyennes habituelles pour la boîte. Et pour le coup, elle était, je pense, en 2022, vraiment pas cher, 12 fois le free cash flow. Donc bien joué surtout à ceux qui avaient acheté à ce moment-là. Parce que si on regarde un peu les fondamentaux, il y a une bonne croissance long terme, que ce soit du revenu, du free cash flow. Le ROCE, il est au-dessus des 20%, et même si on revient les années précédentes, ils sont toujours au-dessus des 15%, donc c'est aussi un bon ROCE, il y a un petit peu de dette, mais ça va. Ils diluent pas les actionnaires, et ils ont des grosses marges. Donc ouais, c'est une bonne boîte, mais je pense que là, il y a quand même eu pas mal de hype ces derniers mois dessus. Et ensuite, dans tes dernières positions, on a Home Depot, Berkshire Hathaway, JP Morgan, TSMC, Caterpillar et Intel. Et d'ailleurs, ta seule position perdante, c'est Intel, moins 50%. On va regarder vite fait Home Depot, que j'ai jamais regardé, il me semble. Ce que ça donne au niveau des chiffres. Donc, les critères de qualité, c'est pas mal. Croissance du chiffre d'affaires, un petit peu faible. La moyenne 5 ans, 7% par an de croissance. Après, si on regarde le free cash flow, là c'est mieux, ça veut dire qu'ils ont les marges qui sont en hausse.
Donc ouais, on est à 11% de croissance par an du free cash flow, donc ça c'est pas mal. ROCE en hausse à long terme, très bien. Ça veut sûrement dire qu'il y a un moat, hein. 30% de ROCE. La dette nette divisée par le free cash flow, ils peuvent la rembourser en à peu près 3 ans, donc ça fait l'affaire. Un petit peu élevé par rapport à ce que je voudrais dans l'idéal, mais ça va. Ils rachètent beaucoup d'actions, donc on a une croissance. Si on a une bonne croissance du free cash flow de 11% et qu'ils rachètent des actions, ça veut dire qu'on a une croissance du free cash flow par action qui est meilleure. Donc là, on voit qu'on était à 11% de croissance du free cash flow, là on est à 15% de croissance du free cash flow par action, ce qui là est très bon. Ça veut dire que si l'action elle continue à faire 15% par an de free cash flow par action pendant, je sais pas, 10 ans, et que pendant ce temps le multiple de valorisation, donc price sur free cash flow, il reste stable sur ces 10 ans, bah, ta performance de ton investissement, bah, ce sera les 15%. Donc c'est très bien. Et après la marge, elle est en hausse et au-dessus des 10%. Et ensuite, si on regarde la valorisation, donc on a 17 de free cash flow par action sur les 12 derniers mois. On va prendre une croissance, donc là c'est la croissance du free cash flow par action, donc je vais être plus... Je mets toujours des hypothèses pessimistes au cas où l'avenir se passe moins bien que prévu. Donc je vais mettre 10%, et en multiple on va mettre 20 fois le free cash flow. Donc c'est des hypothèses assez conservatrices. Et si je veux faire 13% par an de performance, il faudrait que je l'achète à 340$. Donc là, Home Depot m'a l'air proche de sa valeur intrinsèque, plutôt correctement évalué. Mais pour l'acheter de mon côté, il faudrait que j'ai encore beaucoup plus de marge de sécurité, parce que niveau qualité, c'est bien, mais c'est pas non plus du S tier. Et voilà, je préfère être exigeant, mais voilà, c'est pas mal. Donc voilà, on a fait le tour des actions. Et dans ton email, tu disais que tu voulais faire un petit peu de ménage pour atteindre 10 positions pour ne pas partir dans tous les sens. Mais là, si on compte tes positions, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et 18, ça me choque pas du tout, hein. Je pense que sur l'histoire de diversifier ou concentrer, faut pas être dogmatique et qu'il n'y a pas un nombre ultime. Et je pense que tant qu'on est, je dirais, entre 8 et 20, je pense que c'est correct. Et après, c'est un choix personnel. Donc moi, ça me choque pas du tout que tu aies 18 actions. T'as choisi que des bonnes actions, a priori. Il y en a 2-3 que je connais pas, mais enfin, il y a juste Intel que je pense qui est pas ouf. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour du portefeuille. Et pour terminer, si vous voulez analyser vos actions avec Graham et rejoindre la communauté privée, vous avez le lien dans la description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!